sans plus attendre, j'appelle donc à cette table ronde, la première sur le droit au calme, Madame Florence Bouvier, qui est présidente du tribunal judiciaire de Bayonne. Merci Florence d'être avec nous. Maître Bernard Lamorlette, avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit de l'urbanisme, co-auteur du Code de l'urbanisme. Donc, l'urbanisme, donc on va en discuter. Thierry Mignot, je dirais l'excellent Thierry Mignot, expert près de la Cour d'appel, près de la Cour de cassation en acoustique et président d'honneur aussi du Collège national des experts en justice. Merci d'être avec nous, Thierry. Et le lieutenant-colonel Sébastien Nochet, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin, de la gendarmerie enquête. Donc, est-ce qu'il est là, notre très cher lieutenant-colonel, qui a bien voulu effectivement se joindre à nous sur cette problématique, en tout cas sur cette table ronde, le droit au calme. Alors, messieurs, mesdames, donc, qui commence tout est ouvert. Peut-être que Thierry, tu veux dire quelque chose en amont ? Je te sens prêt, là, juste avant que Monsieur Lamorlette puisse démarrer. Allez. Merci, Christian. La question que je te poserai, c'est le cadre de notre réflexion, puisqu'il est question de droit au calme. Si on se pose la question de la tranquillité, on ne devrait pas aborder, à mon sens, le sujet du bruit qui rend sourd ou le sujet du bruit qui empêche d'entendre. Donc on est quand même dans un domaine particulier du sonore et du bruit qui relève plutôt de la question de la désirabilité ou de l'indésirabilité, il me semble. C'est ce qui a été évoqué tout à l'heure par Éric. Alors, à cet égard, il me semble que le bruit que l'on va évoquer dans ce cadre, c'est un bruit qui comporte à la fois du son et de la connotation. C'est ainsi que la signification du bruit peut être, suivant les circonstances, bonne ou mauvaise. Il y a des bruits qu'on apprécie, qu'on recherche, qu'on est parfois capable d'ignorer, et puis il y a des bruits, effectivement, qu'on rejette. Alors, le sujet de la réglementation et donc du droit par rapport à la tranquillité, c'est un sujet qui ne peut pas être abordé si on se limite à l'aspect du décibel. Et donc la question de fond, c'est la connotation, il me semble. Ça te va comme introduction ? Parfait. C'est parfait. Maître Lamorlette, peut-être ? Alors, moi, j'aurais tendance à dézoomer encore un tout petit peu, puisqu'on est dans la première partie de la première demi-journée aujourd'hui, oui. Et pour finalement s'interroger sur la place de cette nuisance au milieu des autres nuisances. On a tous entendu parler, tous ici présents, des nuisances lumineuses, des nuisances de pollution, des nuisances d'air pollué, des nuisances, de plus en plus de nuisances apparaissent. Et à chaque fois, vous noterez, si on fait un arrêt sur image sur ces nuisances, que cette concentration de nuisances a en général pour cause une urbanisation dense. Bien sûr, on peut se plaindre du chant du coq ou des cloches du clocher. Bon. Mais manifestement, la concentration urbaine débouche sur une concentration de nuisances. Le droit à ne pas avoir de pollution, par exemple, pollution visuelle, une vue, l'ensoleillement, les tours qui se construisent. Et encore en France, on a très très peu d'urbanisation verticale. On a une urbanisation horizontale. Mais en même temps, cette urbanisation horizontale génère évidemment une consommation. J'en parlais avec quelques-uns d'entre vous tout à l'heure sur le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui est une autre pollution. C'est la pollution via la consommation des terres naturelles. Et donc, le son, finalement, dans tout ça, c'est une expression d'une modalité de vie
non satisfaisante quand ce son est trop important, quand la lumière est trop importante, quand l'air est trop pollué, quand le sol l'est aussi, etc. Donc voilà, donc, je pense qu'il faut garder peut-être en tête que malgré sa spécificité, le bruit n'est qu'une expression d'une pollution plus générale, d'une urbanisation qui est envahissante, hein, puisqu'on sait qu'il y a de plus en plus de concentration. Alors je voudrais rebondir aussi tout à l'heure sur... Maître, sans attendre, j'ai fait une omission. Nous avons la chance d'avoir Sylvie Justom avec nous, qui est disponible ce matin, qui va nous rejoindre sur ce plateau. Donc, Sylvie Justom est adjointe au maire de Bordeaux et chargée de la sécurité sanitaire et de la santé. Excusez-moi, je vous ai un petit peu oublié tout à l'heure. Vous m'excuserez. Je vous laisse continuer, s'il vous plaît, maître. Alors, je voulais rebondir aussi, maintenant qu'on se focalise un peu plus sur le bruit et le son, sur ce qui a été dit à la toute première table ronde sur les normes. On estime qu'on a tous trop de normes. Ces normes nous ligotent dans nos expressions, dans nos mouvements, certains diraient dans nos pensées parfois. Et donc, trop de normes tue la norme, bien sûr. Le mot est aisé, mais il n'est pas faux. Et en même temps, on a à gérer un paradoxe quand on dit ça, juridiquement. Gérer le paradoxe de faut-il une norme de plus, et notamment une norme qui pourrait consister en un schéma du son, un schéma bruit-parif, en quelque sorte, au-delà de air-parif, qui est un peu plus connu de nos concitoyens, même si ça commence à essaimer, cette connaissance des schémas sonores. Et un schéma sonore, si il veut avoir un intérêt, il doit être prescriptif, c'est-à-dire avoir une opposabilité juridique, pouvoir s'inscrire avec une traduction dans quoi? Eh bien, dans ce que nous connaissons tous ici, c'est-à-dire le document de base qui organise spatialement la vie de la société, le plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme, il permet de disséminer des espaces agricoles, des espaces récréatifs, des espaces boisés, des espaces urbains pour telle activité, du commerce, des logements, du bureau, de l'hôtellerie, etc. Et donc tout passe par finalement une inscription spatiale au travers de ce document. Et donc, faut-il ajouter une norme supplémentaire, prescriptive, pour qu'elle, avec une passerelle juridique, avec un lien juridique de subordination, le PLU devant être cohérent, devant être compatible avec un schéma du son, un schéma des incidences sonores, ou bien ne faut-il pas? Faut-il ajouter une norme supplémentaire? Et c'est vrai que, remettant à jour le Code de l'urbanisme depuis 23 ans, je l'ai vu enfler, gonflé par sa pagination, son nombre d'articles. Et en même temps, c'est vrai qu'on a de plus en plus de thématiques qui valent la peine d'être inscrites dans le document de base du PLU. Ça a commencé par la loi SRU, hein, la loi d'avril, opposable à partir d'avril 2001, où on a commencé, il y a un peu plus de 22 ans, à inscrire comme ça des thématiques environnementales ou méta-environnementales dans les documents d'urbanisme, hein, sur la circulation, sur même l'air. Comment inscrire une problématique de l'air sur une problématique de sol? Bon, voilà, je ne vais pas être trop long, mais voilà, j'ouvre des pistes. Florence Bouvier, en tant que présidente du tribunal judiciaire de Bayonne, comment vous réagissez sur justement cette intervention de Maître Lamorlette? Alors, effectivement, il ouvre des pistes et moi, je suis là peut-être pour les refermer en tant que magistrat et essayer de recadrer autant que faire se peut avec les normes qui sont les nôtres. Alors, nous, magistrats, nous ne nous plaignons pas de l'excès de normes, nous nous plaignons parfois de leur dissémination dans plusieurs codes, plusieurs textes, et de la difficulté parfois de les appliquer lorsqu'ils sont disséminés et lorsqu'en plus ils évoluent et ils changent régulièrement. Donc ça, c'est plus la problématique du magistrat qui est chargé d'appliquer les textes. Et c'est vrai que le son, j'ai essayé justement, et donc je me proposerai de développer un peu cet aspect-là très rapidement. J'ai essayé de regarder un petit peu les sources du droit du son
son, enfin, du droit qui peuvent toucher le son. Et c'est vrai que je me suis heurté à un mur parce que, effectivement, moi je suis juge judiciaire. Il y a beaucoup de textes administratifs qui touchent, et on parlait du plan local d'urbanisme, le PLU, il en fait partie. Mais il y a quand même des aspects judiciaires, donc j'essaierai de les évoquer avec vous et de voir comment, au niveau judiciaire, que ce soit au niveau civil, au niveau pénal et peut-être avec des réponses alternatives, on essaye de répondre à cette problématique du son. Voilà ce que je peux dire en introduction. C'est vrai que ça pose beaucoup de questions de société. Nous, magistrats, ces questions de société, nous en tenons compte dans ce qu'on appelle le contexte, c'est-à-dire que toute décision que nous allons prendre, nous allons essayer de l'appliquer en tenant compte de la personne individuelle que nous avons en face de nous, mais aussi du contexte dans lequel bien tel événement est décrié ou tel événement appelle une sanction ou une réponse, en tout cas judiciaire. Voilà ce que je peux dire à titre d'introduction. Merci. Maître Lamorlatte nous disait lors de la présentation, la préparation de cette rencontre, il nous disait que le droit au calme n'existe pas. J'aimerais bien que vous réagissiez là-dessus. Alors peut-être juste, je reprends un peu justement, puisque c'est le thème de cette table ronde, les recherches que j'ai pu faire là-dessus. Alors j'avais envie de commencer de manière un peu provocante en disant mais il y a un droit au silence, il n'y a peut-être pas un droit au calme, mais il y a un droit au silence pour les plus pénalistes d'entre nous qui existent. Et on parlait en un terme introductif tout à l'heure de la liberté d'expression. Moi, il y a aussi cette liberté de ne pas s'auto-incriminer, qui n'est pas si ancienne, mais qui est quand même qui résulte de la présomption d'innocence, et donc article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Bon, partant de là, on pourrait dire que ça a quand même quelques années, mais c'est vrai que ça a mis du temps à pénétrer dans notre droit pénal d'abord, et puis voilà, dans tous les aspects du droit pénal, ce droit au silence. Et puis, peut-être pour essayer de délimiter un peu ce droit au calme, j'ai essayé de le regarder sous l'angle, toujours sur le plan européen ou international, du droit au respect de la vie privée et familiale, pour continuer sur la Convention européenne des droits de l'homme, et qui est prévue à l'article 8, et qui pourrait amener aussi à un droit au calme, puisque effectivement le bruit, finalement, c'est une intrusion dans sa vie privée, et ça pourrait être considéré comme effectivement un enjeu civil ou pénal qui vient perturber ce droit au calme, donc dans le cadre de sa vie privée familiale. Et puis après, effectivement, puisque Bayonne est pôle régional environnemental sur le ressort de la Cour d'appel de Pau, et que je suis aussi là pour représenter ma juridiction et cette activité qui est naissante de ce pôle régional environnemental, on pourrait aussi, pour rechercher d'où vient ce droit au calme, ou s'il existe, partir sur la Charte de l'environnement, qui est le premier texte que l'on trouve dans le Code de l'environnement, et qui, effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure à travers le Conseil d'État qui reconnaît un droit à l'environnement sain. Eh bien, la Charte de l'environnement, elle aussi, donc, reconnaît effectivement ce droit de toute personne, donc, à vivre dans un environnement donc respectueux de la santé. J'essaye de retrouver le texte exactement. Voilà, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Et donc là aussi, il y a des médecins dans la salle, on sait que le bruit, ça peut amener à des troubles psychologiques, psychiatriques, mais aussi des problèmes médicaux, et que effectivement, donc peut-être que ce droit au calme, eh bien, au travers de cette charte de l'environnement, peut trouver matière à s'appliquer et à être appliqué du coup par les tribunaux que je représente. Bon, voilà quelques exemples. Et puis après, évidemment, si je reviens à des textes plus souvent appliqués dans nos tribunaux judiciaires, eh bien, il y a le Code civil. Le Code civil qui pose des principes et donc on revient finalement à des textes plus généraux et qui me semblent finalement les meilleurs. Textes généraux sur la responsabilité civile, 1240 du Code civil, pour ne citer que lui. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et puis, à travers cet article, une jurisprudence qui s'est développée et qui donc a fini par être légiférée donc, dans l'article 1253 du Code civil sur le trouble anormal de voisinage, et qui dit que le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser ou à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage,
est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Bon, voilà quelques pistes qui permettent peut-être de dire que le droit au calme, il existe. Et puis il y a le droit pénal aussi qui vient réprimer tous les comportements qui créent du tapage. Donc là aussi, c'est une source finalement qui peut dire qu'il y a effectivement un droit au calme au travers de notre arsenal législatif actuel. Sylvie Justom, donc en qualité d'adjointe au maire de Bordeaux, c'est des mots qui vous parlent, ça, cette législation ? Ah oui, complètement. Ce sont des outils auxquels nous sommes obligés d'avoir recours, mais on essaye quand même d'anticiper ce genre de situation, d'éviter au maximum les conflits. À Bordeaux, nous disons qu'une ville apaisée est une ville en bonne santé. Et en tant qu'adjointe, évidemment, à la santé, à la sécurité sanitaire et aux risques majeurs, j'essaye au quotidien de concrétiser cet idéal de ville apaisée. Et ça se traduit de manière très concrète au global. C'est assez facile. On a fait le bilan là, des 4 ans et demi de mandat la semaine dernière dans la conférence de presse des vœux de Nouvel An. Et ce qui en ressortait, eh bien, c'est vraiment une dimension inédite de végétalisation, par exemple, qui aide aussi à étouffer les bruits désagréables, en créant une ambiance plus calme. Et surtout, bien sûr, la piétonisation du centre de Bordeaux. Nous allons avoir le secteur piétonnier le plus vaste d'Europe, puisqu'on va ajouter aux 25 hectares, 5 hectares supplémentaires dans quelques mois, de secteur interdit aux voitures, sauf dérogation, bien sûr. Et par exemple, nous avons également... pour apaiser la ville, renforcer certaines mesures ces jours-ci qui vont entrer en vigueur dans quelques mois sur le stationnement des voitures trop lourdes. Ça a été relayé au national, mais c'est aussi un enjeu d'atténuation du son, du bruit ambiant. Et lorsque nous avons fait une cartographie dans le cadre du plan de prévention des bruits de l'environnement sur l'ensemble des 28 communes de la métropole de Bordeaux, nous avons vu que selon les normes et les réglementations que nous prenons comme normes, justement, eh bien, le nombre d'habitants concernés, affectés par ces nuisances sonores, qu'elles soient routières, aériennes ou ferroviaires, passe du simple au triple. Parce que les seuils de l'OMS ne sont pas les mêmes que les seuils du Code de l'environnement, du Code du travail, etc. Et donc, nous sommes en train d'acculturer nos partenaires gestionnaires et aussi nos directions générales à la prise en compte sanitaire du bruit. Et ça, c'est tout à fait nouveau, puisque cette cartographie montre où sont les zones critiques de bruit. Et c'est très injuste, puisque bien sûr, ce sont les zones des quartiers politiques de la ville, des quartiers les moins prisés, les moins cotés, qui concentrent le plus de bruit de l'environnement, donc notamment des transports. Et donc cette cartographie nous aide à faire prendre en compte une autre norme que simplement la réglementation du Code de l'environnement, du Code du travail, par exemple, qui ne nous paraît pas suffisamment exigeante pour la santé des habitants. Donc on essaye de faire des progrès par une approche sanitaire du son. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que le premier son, c'est la voix. Et le son est quand même l'emblème de la proximité par excellence, dans ce qu'elle a aussi de rechercher, puisqu'elle est un instrument de socialité, de socialisation. Et donc, par exemple, la police municipale, nous voulons qu'elle soit le signe de la proximité à la portée des habitants. Et donc, la norme, là, c'est que ces policiers soient à portée de voix, que n'importe quel habitant puisse appeler un policier, que le policier entende et réponde et s'approche. Donc cette voix, c'est aussi une manière d'urbanité qui est très importante. Et si nous avons une attractivité à Bordeaux, notamment des seniors, c'est aussi parce qu'on se sent mieux en ville qu'en race campagne, sans compter qu'il y a aussi des bruits très désagréables à la campagne, le chant du coq ou les cloches, que nous ne connaissons pas, autant en tout cas, dans une ville comme Bordeaux. Mais la densité reste un problème et encore une fois, c'est peut-être la mesure qu'il faut savoir garder. Le proverbe grec « medenagan », jamais trop, montre bien que c'est aussi
où placer cette norme, ce curseur, cette mesure. C'est ce qui nous fait réfléchir au quotidien. Et nous avons 450 000 habitants à Bordeaux. J'ai parfois l'impression que chacun a son intérêt particulier, sa situation particulière. On m'appelle aussi dans la proximité très facilement en me disant « Moi, je vais me jeter par la fenêtre. Il y a un souffleur à feuilles sous mon balcon. Je n'en peux plus. Faites quelque chose. » Voilà, c'est un exemple des appels que nous avons au quotidien. Vous avez utilisé le terme véhicule lourd tout à l'heure. Il y a une ségrégation, il y a une sélection, une échelle des véhicules selon leur poids. Là, oui, mais ça aussi, c'est une approche sanitaire. On sait très bien que les véhicules lourds émettent plus de particules fines au freinage. Oui, mais sur le plan sonore, du coup. Oui, ils ont aussi des pneus plus larges qui forment un pavillon dans l'espace entre le pneu et la chaussée, par exemple, ça amplifie les bruits. Donc c'est aussi pour des raisons sonores qu'on a décidé d'instituer cette progressivité des tarifs de stationnement au poids. Bon. Alors, je ne sais pas là, par rapport à ma voisine, je ne sais pas si la sanction ou la recherche d'une diminution du son par ces mesures-là, j'en prends deux. Les véhicules de plus d'une tonne 4. Pour me garer ici, j'ai dû payer à Paris 130 € pour 3 heures. Oui. C'est absolument... c'est totalement excessif, surtout quand ces véhicules d'une tonne 4 sont eux-mêmes des véhicules électriques. Bah oui, alors on ne comprend rien du tout. Bah deuxième chose, on nous demande de ralentir sur le périphérique. Donc on met un périphérique à 50 à l'heure. Résultat, vous avez maintenant les automobilistes qui connaissent bien le positionnement des radars et qui donc font des accélérations pour dépasser ceux qui sont à 50. Oui. Et donc là aussi, dire que c'est pour plafonner le son, encadrer le son, qu'on abaisse la vitesse, non. Non. Je pense que, pardonnez-moi, c'est un dévoiement. Vous visez autre chose, mais ne disons pas que c'est pour encadrer le son. C'est inexact. C'est la question que je posais. Lieutenant-colonel, vous avez peut-être une réponse là-dessus, justement. Vous avez des choses à dire sur, justement, dans la réalité du quotidien, là, du coup. Alors, oui, effectivement. D'abord, la gendarmerie vit au quotidien dans le bruit. D'une part, parce que... Bruit de circulation, déjà, vous pouvez dire des choses là-dessus, déjà. Sur la circulation, non. Non. Simplement, peut-être pour rebondir sur les propos de Madame la présidente du tribunal et puis Madame la maire adjointe. Effectivement, la gendarmerie est chargée de l'application des normes. Donc, nous, on ne les crée pas. Simplement, on doit les appliquer. Pour les appliquer, il faut deux choses. D'abord, il faut qu'elles soient faciles à comprendre et ensuite, il faut qu'elles soient faciles à mettre en œuvre. Ce qui pour le coup, nous envoie vers... deux approches différentes. D'abord, la gendarmerie, c'est beaucoup d'interventions sur le bruit lié aux troubles à l'ordre public, mais également sur le volet de la santé publique, puisque depuis une vingtaine d'années, la gendarmerie s'est dotée d'une unité nationale qui traite des contentieux liés à l'environnement et à la santé publique, et le bruit donc rentre dans son champ de compétences. Je vous ai proposé ce matin un petit point rapide sur l'activité 2024 de la gendarmerie en matière de lutte contre le bruit. D'abord, il y a une chose qui ne sera pas quantifiée, c'est le rôle préventif et éducatif, puisque chaque fois que la gendarmerie est sollicitée pour une intervention, puisqu'un bruit dérange quelqu'un, à tort ou à raison, il n'y a pas forcément systématiquement une infraction de constater et une verbalisation. Il y a un dialogue qui s'instaure et qui permet, dans beaucoup de situations, à l'instar de ce que fait la police municipale à Bordeaux, de régler une situation simplement par la compréhension de l'un et de l'autre. Donc un rôle de médiation, si je peux dire. Ensuite, dans un deuxième temps, effectivement, on peut constater une infraction pénale. Et là, en termes de chiffres, si ça peut vous donner un élément de langage, je rappelle déjà que la gendarmerie la zone gendarmerie concerne 50% de la population française. Avec la police nationale, on se répartit, même si en termes d'aire géographique, on n'est pas du tout sur les mêmes ratios, mais en termes de population, on a 50% chacun. Donc nous, on a relevé l'année dernière un peu plus de 55 000 infractions. Alors en termes de chiffres, ça peut paraître beaucoup ou pas beaucoup. Ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre comment ces infractions sont réparties. D'abord, en termes de clarté de la norme, il y a 63 natures d'infractions différentes qui peuvent couvrir des situations mettant en cause le bruit.
Donc là, déjà, c'est quand même relativement complexe pour savoir laquelle est la bonne et laquelle doit-on relever. D'accord. Oui. Ensuite, en termes de quantification de l'infraction, en fait, est-ce que c'est une infraction qui est sévèrement réprimée ou pas? Sachez que nous avons des contraventions les plus simples, celles de la première classe, jusqu'à des délits qui peuvent être constatés en fonction. Absolument. Donc ça, c'est juste pour l'argumentaire. Et donc nous, l'année dernière, on a relevé pour 1/5 des infractions, ce sont des tapages. Ouais. Donc plus de 12 000 infractions, c'est vraiment du tapage. Ensuite, 7 000 infractions concernent des rassemblements musicaux illégaux. Donc là, on est beaucoup moins en zone urbaine. On va être plutôt sur des rassemblements festifs en zone boisée ou assez rurale. Et puis, enfin, et là, pour le coup, on revient dans le secteur urbain, un peu plus de 5 000 infractions concernent l'utilisation de pots d'échappement modifiés, absents ou autres. Donc là, on est vraiment sur du bruit de circulation pur et dur. Et donc là, ça, c'est 10% des infractions qui sont relevées. Et enfin, pour juste illustrer la problématique de la clarté de la norme, les 36 000 des 55 000 infractions sont des contraventions qui sont relevées par PV électronique, donc qui ne nécessitent aucune investigation, à l'exception en fait de dresser procès-verbal en temps réel. Et ça, c'est pas du sonore, ça, par contre. Alors, si, les tapages, c'est des contraventions, les rassemblements musicaux, c'est des contraventions. Non, mais électronique, vous parlez d'électronique. Oui, pardon. On n'est pas dans le sonore, là, d'accord. Oui. Non, mais alors, bientôt, on le saura peut-être, d'ailleurs, parce qu'il est question de radar, etc. Bon. Le PV électronique, en fait, c'est juste un moyen informatique de relever l'ex-timbre-amende que vous preniez au bord de la route. Maintenant, ça se fait par smartphone, tout est automatisé et vous recevez la contravention directement dans votre boîte aux lettres après être passé par le parquet de Rennes. Donc voilà, simplement pour peut-être donner une petite conclusion sur cette première partie d'intervention. La gendarmerie, elle est au cœur de ces préoccupations de bruit, et le bilan que je viens de vous dresser, en fait, c'est quelque part un bilan du vivre ensemble qui a déjà été évoqué par les précédents intervenants. Et un autre élément important, c'est que le bruit, souvent, il n'est pas tout seul. Quand on intervient, on ne vient pas juste relever une infraction liées au bruit. On peut avoir des faits de maltraitance animale ou bien plus grave encore, des violences intrafamiliales qui sont quand même souvent associées à tous ces phénomènes. Et on en avait parlé en aparté avant. Le lien entre les violences et le bruit, c'est quelque chose qui a effectivement déjà été démontré par un certain nombre d'études internationales notamment, mais qui est un vrai sujet de préoccupation pour nous, les gendarmes sur le terrain. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Une question importante tout de même, est-ce qu'on parle du bruit urbain, mais on peut parler aussi du bruit rural. Donc est-ce qu'il y a aujourd'hui, vous pouvez mettre un pourcentage d'intervention plutôt sur le bruit urbain que sur le bruit rural ou l'inverse ou je ne sais quoi? Est-ce qu'il y a, vous avez fait une comparaison sur vos interventions liées au bruit entre le rural et l'urbain? Alors, je n'ai pas ce niveau de granularité, mais je vais vous donner plutôt mon sentiment. Mon sentiment. En fait, les infractions que nous relevons sont des infractions pénales, comme l'a expliqué Madame la Présidente tout à l'heure. Et là, on est quand même essentiellement sur des bruits que je qualifierais plutôt d'urbains, puisque toutes les problématiques liées aux bruits ruraux sont souvent traitées soit au civil, soit parfois en procédure administrative. Mais voilà, nous, c'est quand même vraiment plutôt des interventions en milieu urbain pour une raison qui a déjà été évoquée, c'est la concentration de la population. On a beaucoup plus de gêne quand on est nombreux dans un espace clos avec un bruit qui, pour le coup, peut être amplifié pour des questions d'urbanisme. Là aussi, ça a été évoqué par Maître. Donc voilà, j'aurais tendance à penser beaucoup plus en milieu urbain. Donc, ça va dans le sens de cette prise de conscience du fait que peut-être ce bruit urbain permanent nous amène quelquefois à perdre un petit peu nos références. Comment y réagit notre expert Thierry Mignot sur ces points essentiels qui sont ceux effectivement des interventions de la police ou de la gendarmerie en tout cas par rapport à ces nuisances qui sont occasionnées par les uns par les autres? Ou est-ce que l'expert qui intervient de la médecine civile est peu concerné en général par le pénal, car on intervient beaucoup plus sur la désignation d'un juge civil pour effectivement apprécier pas simplement l'infraction, puisque ceci relève du pénal, mais pour apprécier l'anormalité de bruit. Et les critères d'anormalité
Et à cet égard, l'indication suivant laquelle le trouble anormal, c'est d'abord un trouble qui excède les inconvénients normaux. Si on part du principe qu'un inconvénient anormal, il est difficile de peser la distinction entre le calme et l'inconvénient. Et le sujet qu'on a très souvent en expertise, c'est de savoir si c'est le bruit qui génère le trouble ou si c'est le trouble qui génère le bruit. Donc la distinction est ténue. Et c'est pour ça qu'à mon sens, dans le cadre du sujet là, de ce colloque, ou de cette réunion qui concerne le droit au calme et donc à la tranquillité, il me semble qu'on est davantage dans la nuisance que dans la pollution. La pollution, c'est l'excès de son, et le bruit dont on parle, il ne se mesure pas. C'est le niveau sonore qui se mesure, pas le bruit. Et l'aspect de la connotation est effectivement l'aspect que l'on doit renseigner auprès du juge et qui est évidemment le plus délicat dès lors qu'il doit se faire dans un cadre strictement objectif et factuel. Et c'est pour ça qu'on doit, dans le domaine qui nous est propre, nous dégager de la dimension numérique du son, donc du décibel, pour avoir une approche plus fine qui est celle de l'indicateur cognitif. J'aime toujours rappeler des décisions inverses par rapport à des sources parfaitement identiques. Vous avez tous en mémoire l'histoire du coq Maurice, je crois qu'il s'appelait Maurice, qui est décédé depuis, et qui effectivement avait été retenu par le juge comme relevant d'un bruit naturel. Et le même bruit généré cette fois par le coq Renato, évidemment, n'a pas été jugé de la même manière, dès lors que dans un cas, on a considéré que le bruit relevait de la nature et dans l'autre, d'un défaut de précaution. Et évidemment, il nous appartient, nous, en tant que techniciens, effectivement, de rendre compte de ces indicateurs-là qui sont fondamentaux pour le juge. Parce que l'indication de la quantité de décibels, elle est nécessaire, parce qu'il faut effectivement justifier de l'existence du bruit. Pour autant, il faut bien considérer que le seuil d'infraction, c'est aussi le droit de nuire. Car si on part du principe que le trouble se mesure, ce qui n'est évidemment pas le cas, heureusement, il est clair que le seul seuil en décibels qui serait admissible, c'est le seuil de 0 décibel qui effectivement n'existe pas. C'est un point essentiel qui est donné ici par Thierry Mignot et que je partage complètement en qualité aussi d'expert, cette capacité ou cette vision de l'expert qui est l'homme, effectivement, avec le sonomètre au bout de la main pour toujours et à chaque instant vouloir être celui qui mesure. Et le mesurage n'est pas suffisant, je veux dire. C'est bien évidemment, bien sûr qu'on peut utiliser la mesure pour pouvoir y voir plus clair, pour renseigner, pour donner une évaluation, si je puis dire. Mais derrière cela, il y a tout le ressenti qui est complètement fondamental. Et l'autre jour encore, j'étais sur un goutte à goutte qui était à 24 décibels, un goutte à goutte sur une plaque de tôle qui rendait les gens dingues. Alors, la législation n'y répond pas du tout, rien, il n'y a rien. Et évidemment, le niveau, encore moins. Mais c'est un bruit qu'on entendait à un niveau très faible, mais qui rendait dingue. Donc là aussi, on est sur un problématique extrêmement important. C'est vraiment un sujet. Et souvent, les avocats, je dois dire, nous renvoient ce rôle, effectivement, de mesureur, de technicien, qui ne va pas du tout, en tout cas, dans le bon sens, et qui nous met en porte-à-faux, quelquefois, par rapport à notre rôle, effectivement, de représentant de la justice et justement du magistrat. Alors, je laisse la parole à la présidente, justement, de la magistrature. Oui, je voulais réagir parce qu'effectivement,
le juge et l'expert, c'est un bon binôme. Hein. Alors, il y a aussi des experts dans la gendarmerie, et donc au niveau pénal, la gendarmerie a ses propres experts. Et donc, le binôme se fait plutôt avec le magistrat du parquet. Moi, je suis un magistrat du siège, mais bon, je vois le résultat de l'enquête une fois qu'elle m'arrive en tant que juge du correctionnel. Mais pour reprendre l'intervention donc de M. Minot par rapport donc à ce bruit anormal et le rôle de l'expertise, effectivement, donc ça sera plutôt au niveau civil que le juge va directement donc nommer un expert. Et à ce titre, la difficulté, c'est le nombre d'experts. Alors, on a une nouvelle nomenclature qui essaye de mettre en avant donc les experts environnementaux, et on pourrait considérer que le bruit, c'est une dimension environnementale en tout état de cause. C'est vrai que, par exemple, avant de venir ici, j'ai regardé sur le ressort de la Cour d'appel de Pau le nombre d'experts acoustiques que nous avons. Il y en a une seule. Bon, je ne sais pas si elle passe ses journées à faire des expertises, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est très sollicitée. Et donc, ces expertises, moi, j'en ordonne beaucoup avec ma casquette de juge des référés, parce que donc l'expertise, elle a un rôle donc en matière de preuve dans une affaire civile comme dans une affaire pénale, preuve donc de ce bruit anormal, mais elle peut aussi être un mode de résolution, c'est-à-dire que si on objective un bruit, eh bien on va pouvoir mettre fin au litige en l'établissant. Et donc, avec ma casquette de juge des référés, donc, et sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, je peux, avant tout litige, être saisi par les parties pour désigner un expert et notamment faire constater donc, ce bruit anormal qui cause, en tout cas, ce bruit qui cause un préjudice. Et juste avant de venir, j'ai eu un exemple donc, dans mes dernières audiences là, de la semaine dernière, où j'ai été saisie par le propriétaire d'un immeuble qui a donné à bail commercial un local qui est situé donc en rez-de-chaussée d'une résidence. Et ce local commercial donc, est utilisé comme bar-restaurant. Il diffuse de la musique. Et donc, toute la question est de savoir, donc, au-delà des seuils réglementaires, si ce bruit, quand bien même serait-il respectueux des seuils réglementaires, constitue un trouble anormal de voisinage. On en revient à cette notion, finalement, qui permet, au-delà des seuils réglementaires, eh bien, d'apprécier de manière subjective ce goutte à goutte qui devient anormal pour un tel et qui ne l'est pas pour un autre. Mais en tout cas, donc, grande mission pour l'expert que j'ai désigné, mais en tout cas, d'essayer d'objectiver si donc ce bruit diffusé donc, dans ce bar-restaurant, il se diffuse dans les appartements de l'immeuble et dans les alentours, donc dans les résidences avoisinantes. Bon, voilà, c'était juste une petite remarque par rapport à ça. Et puis simplement aussi peut-être dire que effectivement donc ça pose la question cette subjectivité du bruit et donc cette subjectivité de son caractère anormal, ça pose la question de la définition. Moi j'avais trouvé une définition donc justement dans le code de l'environnement qui dit que le bruit est un son extérieur, non désiré ou nuisible, résultant d'activités humaines, y compris le bruit émis par les moyens de transport, trafic routier, ferroviaire ou aérien, et provenant donc de sites d'activités industrielles donc, classés pour la protection de l'environnement, les ICPE. Bon, voilà, c'était simplement une petite précision. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une méconnaissance de ce qu'on appelle le sonore, justement? Est-ce que ce n'est pas un problème qui se surajoute à notre manque peut-être effectivement de législation à ce niveau-là? Est-ce qu'on n'est pas, en France, je dirais, un tout petit peu, effectivement, j'aime bien le dire, un peu trop rétinien précisément? Est-ce qu'on est véritablement aussi conscient que cela de cet environnement sonore dans lequel on se trouve? Est-ce qu'on peut pas, vous avez une réponse là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Le micro. L'environnement sonore, Christian, est essentiellement sémantique. C'est évident. C'est-à-dire que réduire l'environnement sonore ou le monde sonore à une quantité de décibels relève d'un raccourci qui est absolument scandaleux. On vit... Alors, il faut bien se dire que l'ouïe est le sens premier. C'est le seul sens capable de prévenir un danger à distance, derrière soi, la nuit. Et c'est bien pour ça que ce sens a pris un sens effectivement reptilien, ou avec des réactions archaïques et parfois brutales, où l'on confond le bruit avec un objet. Moi, je cite toujours ces réactions spontanées
lorsque le facteur de la poste vient distribuer une mauvaise nouvelle ou faire part de deuil, on ne s'en prend pas au facteur, mais on s'en prend à la nouvelle. Et dans le cadre du bruit, et non, dans le cadre du bruit, on est capable de confondre son propre affect avec finalement la source sonore. C'est-à-dire qu'on confond le messager et le message. Et ça tient précisément de notre fonctionnement reptilien par rapport au son. Mais je veux dire, il est clair que réduire, et j'insiste, réduire le monde sonore à une pollution, le terme de pollution est certainement approprié lorsqu'il y a un excès de niveau sonore. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais dans le cas des sujets qui nous préoccupent au maximum, on est bien dans le domaine de la nuisance, puisque l'OMS nous dit bien que la crainte du bruit peut être plus nocive encore que le bruit lui-même. Et donc, alors, absolument. Mais alors, au-delà effectivement des problèmes de bruit de chantier, de bruit, enfin toutes sortes de bruits qu'on trouve en citoyen urbain, dans le dernier sondage, donc OpinionWay, il se révèle que la plupart des gens ne supportent pas non plus les interrogations, en tout cas les émissions verbales dans le métro ou ailleurs d'ailleurs, qui ne leur correspondent pas, qui sont étrangères à leur vie de chacun. Voilà. Et là, on est dans le bruit, là encore une fois. Autrement dit, on est dans le rejet de l'autre de manière générale. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est à 38% de gens qui disent je suis fondamentalement surpris et agressé en permanence par des gens qui s'expriment à côté de moi et que je ne connais pas. C'est intéressant de le dire, ça. Et voilà. Oui, je voudrais rebondir par rapport à ce que nous disait la présidente tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'on n'utilise pas le sonomètre que l'on n'est pas capable de rendre compte d'indicateurs factuels strictement objectif de nature à rendre compte de l'inconvénient. C'est-à-dire que dans le travail de l'expert, rien ne doit être subjectif, à l'évidence. Et on doit renseigner comme critère, au-delà de la quantité de décibels destinée à justifier de l'existence du bruit et de son audibilité, on doit renseigner des aspects qui sont cognitifs et qui relèvent de réactions collectives et pas simplement individuelles. Donc, la question de la congruité de la source dans le contexte est fondamentale. Et on parlait des coqs tout à l'heure. Le défaut de comportement est également là capable d'être mis en évidence de manière parfaitement objective. Le manque de précaution, l'évitabilité, toutes ces notions-là peuvent être caractérisées d'une manière parfaitement factuelle. C'est pas parce que il ne faut pas se réfugier dans le décibel en partant du principe que c'est le seul moyen de rendre compte d'une situation objective. Oui. Et je voudrais même insister sur le fait que la réglementation qui est calée sur le calcul de l'émergence est extrêmement subjective, puisque cette émergence, elle se trouve calculée en comparant des périodes d'apparition du bruit perturbateur ou incriminé par rapport à des périodes où ce bruit-là ne se manifeste pas. Mais le choix des périodes est fondamental pour calculer l'émergence. Et ce choix, il dépend de l'agent verbalisateur. Donc, nous dire que le décibel est une source d'objectivité, c'est une erreur totale. Puis il y a un autre facteur aggravant qui peut être signalé, c'est le manque de vocabulaire aussi sur le sonore. C'est un point essentiel, ça aussi. On ne sait pas parler du son. Hein. On a un vocabulaire très large sur tout ce qui touche au visuel. Sur le sonore, moi je vois dans les expertises, on a du mal à concrétiser, à exprimer les choses par le sonore. Ça vous fait réagir, ça? Je voudrais bien réagir parce que effectivement, on a peu de vocabulaire et les mots qu'on a sont très polysémiques, très ambigus même. Par exemple, j'ai participé à de nombreuses réunions à l'échelle de la métropole de Bordeaux sur la gêne, lorsqu'on essayait justement d'avancer dans notre plan de prévention du bruit de l'environnement.
Mais le mot gêne, pour beaucoup de gens, c'est minime. Une gêne, voilà, c'est minime. Alors que, étymologiquement, c'est la torture, la géhenne. Et donc, ça peut aller jusqu'au suicide, jusqu'à la folie. Et il faut bien se dire aussi que depuis quelques années, on est dans un contexte de santé mentale dégradé et généralisé. On a fait un sondage à Bordeaux, mais je pense que les enquêtes nationales et internationales ont donné les mêmes résultats, c'est-à-dire que la majorité des gens s'estiment en mal-être, que ce soit des jeunes, des vieux. Et l'enquête Opinionway a aussi insisté sur le fait que 87%, je crois, des plus de 65 ans trouvaient qu'on ne prenait pas assez en compte les nuisances sonores, mais beaucoup d'autres choses aussi, si on les interroge. Donc on est dans un contexte déjà de mal-être mental, et dans ce contexte de stress, de mal-être, finalement, toute émergence va peut-être aux yeux d'un tiers non concerné, va prendre des proportions déraisonnables. Mais justement, encore une fois, qu'est-ce que c'est que la norme? Qu'est-ce que c'est que la raison? Bon, Protagoras disait « l'homme est la mesure de toute chose », mais c'était un sophiste, donc on ne va peut-être pas non plus s'appuyer sur cet exemple-là, mais il est nécessaire quand même d'avoir une approche globale des personnes, des quartiers, de la ville, et de viser l'intérêt général, et d'utiliser des médiateurs, comme disait monsieur tout à l'heure. Effectivement, c'est ce que nous faisons beaucoup, des médiateurs de quartier, des médiateurs associatifs, des médiateurs municipaux, pour que le conflit n'aille pas plus loin. Alors dans les cas extrêmes, on est appelé à signer des SPDRE, c'est-à-dire des soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'État. J'en fais plusieurs par semaine, hélas. Et là, c'est parce qu'il y a trouble au voisinage, la personne hurle, il y a des bruits de coups, il y a violence intrafamiliale, etc. Mais bon, on espère toujours ne pas en arriver à ça. C'est un échec quand on arrive à ça. Mais effectivement, on manque de finesse. Et il y a aussi l'aspect des vibrations, des infrasons, qui sont extrêmement nocifs, y compris pour le rythme cardiovasculaire, enfin qui ont des conséquences tout à fait objectives et graves, médicalement parlant. Maître Lamornette. Oui, deux propos, deux observations. La première sur la terminologie, puisque vous mettez en exergue ce point-là. On a quand même, sans faire trop de juridisme, même si la table ronde pourrait s'y prêter, mais on a par exemple dans le Code de la santé publique une définition, en tout cas une formule, qui indique que si le bruit a pour origine notamment l'atteinte à la tranquillité du voisinage, je cite, ou à la santé de l'homme, eh bien, c'est l'article 1336-10 du Code de la santé publique, qui est notamment utilisé pour tous les travaux privés ou publics. Eh bien, on doit regarder finalement si dans cette atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, des éléments factuels peuvent être relevés, et notamment l'insuffisance de précautions. Mon voisin l'a abordé tout à l'heure, l'insuffisance de précautions appropriées pour limiter le bruit. Donc le rôle de l'expert, par exemple, sur cet aspect, ça va être de dire, bien, face à un chantier qui génère du bruit, est-ce que moi, sachant, quelquefois d'ailleurs sachant, mais aussi avec une mission qui n'est pas détestable vis-à-vis des parties, quand il y a des riverains, des exploitations commerciales, des hôtels à côté d'un chantier, ça n'est pas comment dire, détestable d'avoir un expert sachant qui est en même temps un peu un médiateur. Bon. Et donc, eh bien, s'il s'aperçoit qu'il y a un mur anti-bruit, il y a une bâche anti-bruit, il y a des éléments dans l'usage de certains matériels pour limiter le bruit, est-ce qu'il peut considérer que, eh bien, il n'y a pas eu d'insuffisance de précautions apportées, et par conséquent, on va finalement ne pas regarder l'occurrence du bruit, l'intensité du bruit, mais on va s'attacher, dans ce cas-là, par application de cette disposition du Code de la santé publique, on va s'attacher à identifier les mesures
limitative, hein, de compensation, donc de précautions qui ont été prises par le maître d'ouvrage des travaux. Deuxième élément sur la terminologie toujours, si on regarde par exemple dans le Code de l'urbanisme, on a cet article R111.2, alors sur les politiques publiques, cette fois-ci, non pas dans les relations entre personnes privées, qui parle de la salubrité publique. Et dans la salubrité, le juge administratif a largement utilisé cette notion dans la dimension sonore pour à la fois, dans certains cas, empêcher l'implantation au travers de permis de construire qu'il annule quand ils sont délivrés, pour empêcher donc l'implantation d'activités à nuisance sonore, ou bien au contraire, quelquefois, pour empêcher l'implantation de résidences d'habitation, de logements, dans des zones où, de manière inappropriée, et je ne parle pas des cas où il y a un plan d'exposition au bruit, hein, ça c'est encore autre chose, on le verra cet après-midi, mais lorsqu'il y a donc déjà des nuisances, que par l'insuffisance de foncier, la commune accepte finalement d'ouvrir à l'urbanisation des territoires dont elle sait ou elle devrait savoir qu'ils sont générateurs déjà de bruit au travers des activités qui y sont faites. En termes de prévention, on peut quand même citer les référés préventifs quand même, lorsqu'un chantier se déclare. Moi, j'en ai fait plusieurs et ça donne des résultats tout à fait intéressants. On sait à quel moment, effectivement, intervenir, ne pas intervenir. Alors, on met des contrôles, effectivement, oui. Oui, le référé préventif est un processus tout à fait intéressant, mais beaucoup de maîtres d'ouvrage, notamment professionnels, sauf dans des très, très gros chantiers, n'en veulent pas. Veulent pas. Pourquoi ? Ça coûte trop cher. Ça coûte cher. Et puis, la lenteur pour avoir une décision de justice. Moi, j'avais besoin d'avoir un expert judiciaire en septembre pour un démarrage de travaux sur une commune littorale après les vacances d'été, où en général il y a des arrêtés municipaux qui encadrent ou qui limitent les travaux. Eh bien, je n'ai pas pu avoir une audience pendant l'été. Je suis dans la Manche, dans le 50, parce que le président m'a fait comprendre que, etc. Donc, il y a une lenteur, il y a une lourdeur. Quelquefois, il y a aussi des habitudes. Dans les Alpes-Maritimes, on a des magistrats judiciaires qui ne veulent pas donner une mission trop large aux experts. On se demande pourquoi. Et quand vous posez la question à une présidente du tribunal, elle vous dit avec le sourire, on protège nos experts. Ah oui, fin de citation. Je ne sais pas ce que ça veut dire, on protège nos experts. Bon, donc la pratique, si vous voulez, c'est ça. Et donc, on a des clients qui vont vers, non pas le référé préventif, malheureusement, parce qu'on a une expertise avec les experts, mais vers un huissier qui fait du contradictoire. Bon. À ce stade-là, est-ce qu'il y a une réaction dans la salle ou une question complémentaire que vous souhaiteriez poser? N'hésitez pas, hein, je vous donne le micro. C'est une table ronde, hein, donc non? Pas pour l'instant. Alors, on continue. Une autre intervention? Oui. Peut-être juste, avant de réagir un petit peu, mais pour revenir juste sur la conciliation, parce qu'effectivement, ça fait partie des réponses que j'évoquais, des réponses transversales que j'évoquais en introduction, tant sur le plan civil que sur le plan pénal. Donc, je me suis renseignée sur les pratiques que nous avons à Bayonne, et je vous les livre telles qu'elles sont, mais je pense qu'elles sont assez représentatives des pratiques communes. Des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques, je ne sais pas, mais en tout cas des pratiques communes, c'est-à-dire que ce soit donc le collègue du parquet en charge des affaires donc de nuisances sonores, ou que ce soit donc au civil les conciliateurs auxquels j'ai demandé donc de savoir quelles étaient leurs saisines, la réponse judiciaire, alors en dehors des expertises, j'y reviendrai, effectivement c'est souvent donc une alternative aux poursuites quand on parle du pénal, et donc une médiation pénale pour faire en sorte que bien la source du bruit soit diminuée, ou en tout cas voilà qu'on trouve une solution qui n'aboutisse pas devant un tribunal de police ou un tribunal correctionnel. Et au niveau civil, voilà, j'avais quelques chiffres à vous soumettre pour le tribunal judiciaire de Bayonne et pour la cour d'appel. Sur toute la cour d'appel, donc en conciliation, donc ce sont 770 dossiers
qui ont été traités en conciliation, et sur le seul tribunal judiciaire de Bayonne, c'est 150. Donc voilà, des conciliations, et donc qui aboutissent à une grande majorité. Voilà, c'était aussi ça quand même la bonne nouvelle. Donc je vois que ça se fait évidemment, je n'en doutais pas une minute, ça se fait en amont au niveau des villes et des communes, mais ça se fait aussi au niveau judiciaire, et c'est vrai que c'est parce que justement on touche du doigt cette subjectivité, et puis cette question du vivre ensemble, eh bien, la conciliation, la médiation aussi, ça permet de mieux vivre ensemble et de finalement dépassionnaliser cette question du bruit. J'étais intéressée effectivement par ce sondage que vous citiez, et ça me permettait de faire une autre remarque entre le droit et la morale, ou les règles de courtoisie. Moi, magistrat, j'essaye de rester juridique et de caractériser donc une infraction, qu'elle soit civile ou pénale, ou un trouble anormal, en caractérisant non seulement la source du bruit, mais l'impact que ça peut avoir. Lorsque l'on parle de personnes qui se sentent agressées parce que ça discute à côté dans des transports collectifs, pas plus tard que ce matin, effectivement, moi-même, je réagissais en me disant, face à une personne qui passait ses coups de fil dans le métro, c'est vrai que c'est désagréable, on n'a pas forcément envie de connaître la vie privée des gens dans le métro, mais ça, ce sont des règles de courtoisie, et je ne pense pas que ça doive dépasser le cadre du vivre ensemble, mais de simples règles de savoir-vivre. Le plan judiciaire, ça doit quand même atteindre un certain niveau. Et alors effectivement, la question de l'expertise et la question du référé préventif, les délais ne sont pas les mêmes dans toutes les juridictions, et effectivement, c'est le problème général de la justice, on le connaît tous, et même si les référés sont censés être une justice rapide, mais j'entends effectivement, et ça n'est pas une surprise, que ça n'est pas toujours aussi rapide. En tout cas, à Bayonne, sachez que vous auriez eu votre audience en plein été, vous l'auriez eu, parce que c'est quand même, ça fait partie du service public. Mais c'est vrai que la mission d'expertise, effectivement, elle pose question. Elle pose question parce que ça pose question du rôle de l'expert. Est-ce que le rôle de l'expert, je l'ai dit tout à l'heure, il est là pour donner aussi des éléments de preuve. Il peut être là aussi pour finalement résoudre un litige et constater une conciliation lorsqu'il a posé objectivement un bruit et que l'on se rend compte qu'il n'est pas si fort que ça. Ça peut mettre fin tout de suite au litige. Mais il ne faudrait pas que l'expert devienne finalement le juge bis. Le code de procédure civile le rappelle bien. Le technicien, il est là, l'expert, il est là pour donner un avis technique et non pas pour faire une appréciation qui relève seulement du juge du fond. Et c'est vrai que dans l'expertise, parfois, on pourrait tenter, en désignant un expert avant les travaux pour faire un constat des lieux, mais en le désignant aussi, c'était peut-être ça votre demande d'expertise, pendant les travaux et après les travaux. Moi, j'avoue que je suis aussi assez rétive à cela, parce que le désigner sur toute la durée des travaux, finalement, le transforme un petit peu en maître d'ouvrage bis, ou en maître d'œuvre plutôt bis, qui va donc surveiller les travaux, faire des préconisations, et finalement, ça transforme, à mon sens, la mission de l'expert. Donc vous protégez aussi, Madame la Présidente, vos experts, je le note, avec un sourire. Non, un expert, pour moi, ça a 3 missions. C'est le constat avant travaux, c'est l'origine des désordres s'il y a des désordres, des nuisances, et puis c'est aussi empêcher que ces nuisances se poursuivent ou ne s'aggravent, et donc préconiser, demander plus exactement, pour ne pas être dans la co-maîtrise d'œuvre, demander des solutions techniques aux maîtres d'ouvrage et les valider ou les refuser. Pour moi, c'est ça. C'est trois éléments de mission. Oui, je rajouterais peut-être que solution technique, le mot technique qui revient souvent dans nos conversations, et peut être aussi un handicap très fort. Donc on n'est pas que dans le technique, encore une fois. Il y a d'autres notions, effectivement, qui doivent intervenir. Je le dis vraiment, c'est très important parce que c'est un problème essentiel. Je voulais aussi dire une chose importante, c'est qu'il me semble que lorsqu'on a conciliation, et que quand cette conciliation a échoué, je vous assure qu'on se retrouve dans des situations terribles. Parce que les tensions sont bien plus fortes. Donc, il faut le dire, j'en ai eu 3 là, ces dernières années, qui ont été extrêmement difficiles. Les gens ont échoué dans la conciliation, donc sont vraiment vent debout et ont une position extrêmement agressive. Donc, il nous faut à ce moment-là, en tant qu'experts, avoir une position de médiateur, là, du coup, de super médiateur, là, du coup. Et on n'est pas dans le technique, là, du coup. On est vraiment dans le relationnel, dans le rapport à l'autre, dans la compréhension de l'autre, pour que, effectivement, on puisse arriver à trouver un entendement. En sachant, et j'aime bien le répéter, c'est qu'une expertise réussie, c'est une expertise où, précisément, les 2 parties sont tous d'accord pour avoir compris
la réalité des faits. Ce qui est quand même tout à fait important, cela. C'est une notion, et c'est ça la conciliation. Elle est là, elle n'est pas ailleurs. Thierry, tu voulais dire quelque chose? Non. Oui, plusieurs. Dans le cadre du référé préventif, on peut prévenir les aléas sans pour autant préconiser. Et évidemment, l'expert n'a pas préconisé. Mais c'est peut-être la seule situation de contentieux où on a réellement besoin d'un expert pour obliger l'entreprise à prendre des précautions et faire comprendre aux riverains que l'entreprise ou le maître d'ouvrage est soucieux donc de la protection du voisinage. Et cette espèce de modération qui est générée par l'expert est de nature à faire en sorte que finalement les choses se passent bien. Un bruit prévenu dans les deux sens du terme, c'est un bruit qui fait au moins 10 décibels de moins. 10 décibels, c'est 2 fois plus fort, il faut le savoir quand même. Hein, donc, et pas 3 décibels, hein, ça gêne, c'est important. Je voudrais rappeler aussi que l'expert, bien sûr, ne juge pas. L'article 245 aurait mérité d'être un peu mieux rédigé lorsqu'on dit que l'expert ne doit pas prendre d'option juridique ou d'appréciation juridique. L'article 245, il dit simplement que le juge ne délègue pas son pouvoir juridictionnel à l'expert, ce qui est une évidence. Et par ailleurs, le juge n'est pas tenu par avis de l'expert. Mais comment voulez-vous qu'un expert n'aborde pas le sujet du droit? Et comment voulez-vous qu'un avocat n'aborde pas l'aspect de la technique? Il y a forcément un lien qui est assuré entre les deux, et ce n'est pas parce que l'expert emploie des termes de droit que pour autant il juge. Je crois qu'il y a une distinction qui est à faire. Je voudrais encore rappeler, s'agissant du rôle de l'expert, c'est que la seule prohibition qui figure dans le code de procédure, tout ceci, je le dis sous votre contrôle, Madame la Présidente, bien évidemment, la seule prohibition s'agissant du rapprochement des parties, elle concerne le juge, c'est-à-dire que le juge ne peut pas désigner un expert pour rapprocher les parties, ça c'est clair, mais rien n'interdit dans le cadre du Code de procédure civile à un expert de s'emparer de la possibilité de constater le rapprochement des parties. Et constater le rapprochement des parties, c'est tenter d'y participer. Moi, j'aimerais avoir, si on revient sur la conciliation, l'avis effectivement de la gendarmerie. Est-ce que ça vous arrive d'arriver à des conciliations? Autrement dit, est-ce que vous conciliez? Est-ce que vous arrivez à des résultats positifs dans ce domaine d'activité? C'est pas si simple que ça. Alors, j'échappe à la sémantique, mais effectivement, les interventions que nous conduisons, comme je le disais tout à l'heure, n'amènent pas forcément à la rédaction de mais celles qui arrivent, celles qui vous arrivent, elles arrivent alors, tout de même quelquefois. Nous, notre mission, elle se cantonne en matière de police judiciaire à 3 grandes actions qui sont la constatation des infractions. Donc là, on vient largement de l'évoquer au travers de l'expertise. Alors nous, on n'est pas experts, mais en fait, on a in fine le même but, qui consiste à apporter en fait tous les éléments d'appréciation pour que le magistrat puisse après faire son office. Le deuxième élément, ça va être de rassembler les preuves. Donc on a trouvé l'infraction, on va la matérialiser et ensuite on va rechercher les auteurs. Une fois qu'on a fait ça, on va donner ces éléments au procureur de la République ou au juge d'instruction selon les cas d'investigation et après c'est le parquet qui tranche. Alors là où on peut avoir une influence, mais je modère mes propos pour ne pas faire hurler Madame la Présidente, la façon dont on va conduire nos investigations, on va évidemment orienter le magistrat, puisqu'il n'est pas avec nous sur le terrain pour les cas les plus simples, et là on est quand même sur des cas a priori simples, donc il va s'en remettre évidemment à nos paroles et à nos actes. Donc en ce sens, on peut orienter. Mais après, sur la décision finale, évidemment, elle appartient 100% aux magistrats. Et donc les gendarmes, nous, on n'a pas de rôle pour faire aboutir possiblement une conciliation, à l'exception du fait que si c'est un phénomène qui est récurrent et qu'on est sur un territoire que nous connaissons bien, donc on connaît bien notre population, on peut aussi
être amené à faciliter les échanges et faire en sorte qu'in fine ça aboutisse. Mais j'ai envie de vous dire, à partir du moment où on va commencer à relever les infractions pénales, on est quand même déjà sur une situation où, a priori, même pour nous, c'est un petit peu trop tard aussi. C'est bien ce que je pensais. Une intervention, oui, maître? Oui, juste un mot sur l'aspect pénal. Quand j'ai des dossiers de nature pénale où il y a une dimension sonore, on voit, là encore, souvent les substituts du procureur qui récupèrent ces dossiers, qui conduisent ou eux-mêmes ou au commissariat ou en gendarmerie les auditions des personnes impliquées. On a un très grand taux de classement sans suite. Et le caractère fugace de cette infraction, contrairement aux infractions pérennes comme l'urbanisme, fait qu'il est à craindre. Je n'ai pas de statistiques. Je sais que les dossiers que j'ai, que ce soit à Chartres, à Nice, à Grasse, à Toulon ou en région parisienne, très souvent on a dans les cases qui sont ouvertes pour être cochées par le procureur, des classements sans suite. Dans vos fonctions respectives, j'aimerais savoir comment vous expliquez cette montée en puissance des plaintes liées justement à cette notion de nuisance sonore. Comment, dans vos fonctions respectives, j'aimerais bien savoir comment vous le voyez, ça, comment vous l'expliquez. Chacun d'entre vous peut avoir une réponse là-dessus, ça m'intéresse. C'est une question qui n'était pas prévue, ça, mais voilà. À brûle-pourpoint, moi je veux bien commencer, si vous voulez, parce que je me suis fait cette réflexion également depuis 4 ans et demi de mandat. Oui. Nous avons apaisé les quartiers. C'est une de nos politiques majeures à Bordeaux, les quartiers apaisés. Donc on développe les mobilités douces, on restreint les circulations de véhicules automobiles. On a développé aussi le tram, qui fait beaucoup moins de bruit que le nombre équivalent d'automobilistes, bien sûr. Et malgré ça, on voit à nouveau monter des récriminations sur le bruit du tram, par exemple. Voilà. Alors qu'il est quand même beaucoup plus silencieux que les automobiles. Il est tellement silencieux qu'on a régulièrement des accidents mortels parce que des passants n'entendent pas le tram arriver. Et ça arrive plusieurs fois par an. Il y en a eu un récemment, une femme qui s'est fait renverser et qui est morte de cet accident de tram. Donc, c'est voilà. le mal-être, donc c'est le mal-être. Je pense que oui, c'est le contexte global, encore une fois, qui rend les gens intolérants. Et puis aussi le fait que on est très vite dans une interprétation d'agression. Quelqu'un parle, ça ne m'est pas adressé, donc c'est contre moi. Et ça va jusqu'à la voix. On en parlait tout à l'heure avec le métro, l'exemple du métro. Donc c'est l'individualisme finalement. Oui, c'est ce besoin de s'isoler dans la foule. Et en même temps, d'être vu par la foule. En fait, je crois aussi qu'il y a ce besoin d'exister. C'est aussi pour ça que les jeunes démontent le pot d'échappement de leur mobilette pour faire un maximum de bruit. Je crois qu'il y a aussi ce paramètre dans l'apaisement d'apporter des preuves de sa bonne volonté, de faire des efforts de part et d'autre. Et si ces efforts ne sont qu'à sens unique, c'est-à-dire du côté de la victime, bien, il est évident que ça va la rendre encore plus sur la défensive et même dans une contre-agressivité. Thierry, oui. Thierry Mignot. Oui, il est difficile de ne pas rapprocher le jeune cyclomotoriste qui dépose son pot. C'est une manifestation de rut. Bon, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Le rapport au bruit est exacerbé pour de nombreux motifs. D'abord, l'expansion sonore. Le bruit s'est réparti, alors que le bruit était beaucoup plus localisé autrefois. Le bruit pouvait être extrêmement important dans toutes les rues des faubourgs, où on acheminait les marchandises avec des roues ferrées sur des pavés, avec César s'en plaignait. L'inconvenance du bruit. Il y a quand même un processus bourgeois de disqualification du bruit auquel on assiste depuis un certain temps. Le bruit est devenu un objet sale, un comportement populaire.
et ce n'était pas le cas autrefois. Donc là, l'embourgeoisement de la société contribue à disqualifier le bruit. Ça, c'est important de le souligner. Oui, mais Thierry, est-ce que le bruit n'a pas perdu de sa personnalité? C'est ça aussi. Tout à fait. L'approche physicaliste est également dangereuse dans la mesure où si le trouble se mesure en quantité de décibels, il est clair qu'il suffit de pas grand-chose pour justifier l'inconvénient, ce qui naturellement est totalement inexact. L'inaccoutumance aux nouvelles sources. C'est vrai qu'on a du mal à s'accoutumer. Le parquet qui fait du bruit est une chose qui est admissible chez soi, j'entends. La dalle flottante qui sonne quand on marche chez soi, on ne l'accepte pas. C'est-à-dire que les nouveaux bruits génèrent une réaction, interpelle, et ceci est de nature à engager un processus de trouble. Et puis c'est vrai que l'individualisme est devenu malheureusement important. On s'est libéré des hiérarchies traditionnelles et l'homme moderne a changé son rapport au collectif d'une façon importante. Et puis j'insisterai sur le rôle extrêmement néfaste des médias généralistes. Il n'est pas question ici de critiquer Ecobruit, qui est une excellente publication qui dit au moins le vrai en matière de bruit, mais la plupart des articles qui sont rédigés font du décibel un germe pathogène, ce qui est dramatique. Mais est-ce que cet individualisme, on peut dire que ça génère effectivement ce rejet de l'autre à travers ce bruit, mais est-ce que le bruit aussi ne génère pas finalement cet individualisme aussi, par le masquage effectivement qu'il procure à toute conversation, qui fait qu'on n'a plus envie de se parler non plus, d'une certaine manière. Donc il y a là, en fait, ça va dans les deux sens. Alors, il est certain que la limitation du bruit participe au bien commun. Et vous l'avez dit à l'instant, je pense que la réactivation du bien commun est une mesure de salubrité publique. Parce qu'on a beau le théoriser, dans la pratique, on a des exemples quasi quotidiens d'entraves, de remise en cause à ce bien commun. Je pense que certainement l'individualisme effréné est une cause. D'ailleurs, en Amérique du Nord, aux États-Unis, la chose est arrivée sociologiquement beaucoup plus tôt et ils ont appelé ça le syndrome de NIMBY. Not in my backyard, c'est-à-dire pas dans mon arrière-cour. Et donc ça vaut pour l'ensoleillement, ça vaut pour la vue qu'on perd, ça vaut pour le bruit qu'on ne veut pas, etc. Peut-être, mais là il faudrait peut-être consulter des médecins, peut-être que quelque chose que l'on perd ou qui est élagué, diminué, comme l'ensoleillement ou la vue, est-il moins fort, moins puissant à l'égard d'un individu que quelque chose qui est intrusif, c'est-à-dire qui lui arrive, pas quelque chose qu'il perd en partie, mais quelque chose qui lui arrive et qui n'est pas souhaité. Et peut-être que psychologiquement, quelque chose qui arrive effectivement comme ça, avec ce caractère intrusif, est probablement plus difficile à supporter que quelque chose qui fait défaut et que l'on avait antérieurement. Je ne sais pas. Une intervention, oui, pour conclure, parce que je crois qu'il faut... Si vous aviez les chiffres, vous parliez des 55 000 infractions, je ne sais pas si vous aviez les chiffres antérieurs, parce que moi, sur le plan des chiffres que j'ai au civil, donc je vous donnais les chiffres de 771 affaires liées donc, au bruit et aux troubles de voisinage donc, sur le ressort de la Cour d'appel de Pau en 2023. Ce n'est pas un chiffre en augmentation, si j'en crois ceux de 2019, où il y avait 1250 affaires liées. Voyez, donc je ne suis pas certaine, alors sur le plan civil et peut-être à voir sur le plan pénal, qu'il y ait une augmentation, en tout cas des saisines en conciliation. Je sais qu'au niveau civil, au niveau de nos tribunaux judiciaires, les tribunaux de proximité, où l'on évoque beaucoup les problèmes de voisinage, notamment, ce n'est pas les contentieux du bruit qui est le plus important. On en est toujours plutôt aux questions de baux d'habitation, de manière générale. Bon, voilà. Ce n'est pas forcément un contentieux, en tout cas de ce que j'en ai perçu, qui est en augmentation. Voilà. Et sur le plan pénal. Alors, nous, les chiffres 2023 montrent une augmentation, mais comme je n'ai pas été en capacité de l'expliquer, je l'avais mis sous silence, mais nous, on a une augmentation quand même de 18%
Et quand même. Ce qui est quand même assez énorme. Alors il faudrait quand même bien regarder parce que parfois on a des sauts dans les statistiques qui sont liés à la création d'une nouvelle infraction qui jusque-là n'existait pas. Et on avait des situations où on ne pouvait pas en fait relever de contraventions notamment et qui du jour au lendemain deviennent assez faciles. On l'a vu dans d'autres domaines. Je prendrais par exemple d'autres domaines de l'environnement comme les incendies de forêt. En fait, tout d'un coup, vous avez une infraction qui concerne la circulation sur des espaces réservés dans le cadre d'un arrêté pour lutter contre les grands feux. Et en fait, vous avez un saut majeur entre 2021 et 2022 parce qu'il y a cette nouvelle infraction qui est créée. Là, je ne sais pas si c'est le cas, donc je ne suis pas en capacité d'expliquer ce rebond. Et en plus, je n'ai pas le chiffre 2022 qui ne me permet pas de savoir si, en fait, on a eu plutôt un creux en 2023 lié, par exemple, à un été plutôt mauvais, qui peut aussi expliquer, parce que je ne voulais pas évoquer, mais évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, on a vraiment un pic de constatation sur la période estivale. Alors, c'est quand même un peu en chapeau de gendarme, hein. C'est pas un gratte-ciel pour reprendre les termes plutôt d'urbanisme, mais voilà, il y a quand même une augmentation permanente de janvier jusqu'à juillet-août et une redescente jusqu'en décembre. Oui. Une intervention ? 2 interventions. Une remarque, un exemple technique, les pompes à chaleur. Si vous avez une maison près de l'autoroute, votre pompe à chaleur sera légale. Sinon, 90% des pompes à chaleur, la réglementation sur les économies d'énergie écrase la réglementation sur le bruit. Première chose. Deuxième chose, l'expression « trop de normes », c'est un raccourci qu'on pourrait améliorer. Une norme, c'est d'abord le consensus des connaissances sur un domaine d'activité. Les connaissances, il y en aura de plus en plus. Donc des normes, il y en aura de plus en plus. Mais il y a 2 types de normes et 2 types de paresse intellectuelle. Il y a les normes de référence, les normes rendues obligatoires. La paresse intellectuelle vient d'abord du législateur qui va peut-être parfois mettre trop de normes rendues obligatoires. Et l'autre paresse intellectuelle, c'est celle du domaine technique, où la personne concernée ne va pas se tenir informée de l'état de l'art. Thierry ? Oui, le sens de la norme est différent suivant que le vocabulaire est celui du technicien ou du juriste. Pour le juriste, la norme est à considérer au sens large et comprend également le dispositif réglementaire, alors que pour le technicien, la norme est une norme, au sens afnorien ou autre du terme. Donc, quand les juristes nous parlent de normes, ce n'est pas notre norme à nous, techniciens. Le vocabulaire est distinct. S'agissant du bruit des pompes à chaleur, je voudrais rappeler que le Code de la santé publique ne fixe pas de limite d'émergence s'agissant du bruit des pompes à chaleur domestiques. Alors évidemment, on entend moins une pompe à chaleur lorsque le bruit de fond est important, c'est clair. La caractérisation de l'infraction, s'agissant de bruit d'origine domestique ou de particulier, elle se fait suivant les 3 critères d'intensité, de durée ou de répétition, sans que ces critères ne se trouvent calibrés, ce qui n'aide pas. Alors vous dites non, mais je vous renvoie tout simplement au Code de la santé publique. Et là je crois qu'il n'y a pas de débat. Enfin si, il y a un débat actuellement s'agissant de réformer le Code de la santé publique, mais s'agissant des dispositions applicables, il est clair que la règle de l'émergence ne s'applique strictement qu'au bruit des activités professionnelles, de tourisme, de loisirs. Il n'y a pas de débat là. Absolument. Oui, maître. Oui, sur la norme, une norme qui n'est pas obligatoire, pour le juriste, ça n'est pas une norme, c'est une recommandation. Par rapport à mon voisin, de temps en temps, les juristes, on a besoin d'aller vers le technique, vers le scientifique, et c'est vrai qu'on a souvent le DICOBAT, le fameux DICOBAT, qui n'est pas un code juridique, bien sûr, pour essayer de comprendre et de panacher, de combiner ce que nous devons appliquer en droit et ce que les techniciens, les ingénieurs comprennent dans leur définition technique. Ça marche pas mal. Quelquefois, il y a des écarts, effectivement, on est là pour les réduire. Une question. Alors, je ne peux pas refuser, c'est dans l'esprit de la semaine du son, ça. Donc. Oui, merci pour cette présentation. Moi, je suis médecin expert, je ne suis pas du tout ingénieur. Et vous avez posé tout à l'heure la question sur la présence de médecins dans la salle.
Et je voudrais apporter ma contribution, parce que je vois des patients, en tant que pas ORL, parce que je suis traumatologue, victimes de traumatisme sonore. Alors le traumatisme sonore a des effets bien sûr délétères. Il suffit de penser à une surdité qui empêche la personne d'entendre. Et elle peut avoir aussi des effets bénéfiques. Le bruit peut avoir des effets bénéfiques. Par exemple, il suffit de voir que quelqu'un qui n'entend pas le bruit n'a pas de sensibilité de protection, puisqu'il n'entend pas les voitures passer, surtout les voitures électriques qui posent un gros problème aujourd'hui, parce qu'on ne les voit pas arriver, et les trottinettes, n'en parlons pas, parce qu'il y a une explosion des expertises sur les accidents de trottinettes. L'autre aspect des traumatismes sonores, c'est que souvent, ils accompagnent la traumatologie routière. Et donc, la victime est victime d'un polytraumatisme en général, ou un traumatisme qui est accompagné par un bruit. Et le bruit est enregistré de façon implicite dans la mémoire, dans le centre de Heschel, qui est dans la partie centrale supérieure du lobe temporal. Et donc, ça crée, après, un syndrome de stress post-traumatique, et dont un des signes, c'est la sonophobie, c'est-à-dire la peur du bruit. Et ça empêche les patients de sortir. C'est une grande gêne pour les patients qui demandent beaucoup d'années de réhabilitation, de rééducation et de travail, vraiment, d'accompagnement, de réinsertion, etc. Voilà, donc ça, c'est les aspects que je vois moi en tant que médecin. Mais aussi, il faut se rappeler dans le temps, ce n'est pas tant l'intensité qui pose problème, c'est aussi la régularité et la rythmicité du bruit. Il suffit de penser, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un instrument de torture, le bruit. Voilà, donc je voulais faire ces remarques qui me paraissaient importantes en tant que clinicien. Merci. Oui, très bonne remarque, importante en tout cas. Ce qui signifie bien, c'est que le bruit a, en tout cas le son de manière générale, a une importance fondamentale dans notre existence en tant qu'être humain. C'est notre âme, c'est notre existence, c'est notre ADN, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, Oui, Nicolas Lounis, président du GIAC, le groupement des acousticiens, donc des ingénieurs acousticiens. Sur les questions de pédagogie, de pompe à chaleur ou d'intervention dans la ville de Bordeaux, je voulais souligner effectivement qu'on a beaucoup anticipé au sein du GIAC, du groupement des acousticiens, la question des pompes à chaleur. Parce qu'effectivement, sur le plan thermique, écologique, enfin, le réchauffement de la planète, etc., et la mise en avant de ce type d'énergie, on va vers une catastrophe sur les expertises judiciaires notamment, ou sur les contentieux liés à la construction, dans lequel il y a des PAC. Donc, dans l'idée d'être pédagogique et d'aider à prendre la bonne direction, on a fait un guide justement pour les installateurs de pompes à chaleur, parce que c'est là où se situe la question. C'est pas nous, je veux dire, que dans nos réflexions très intéressantes qui pouvons agir, je veux dire, au quotidien, c'est quand il y a un devis qui est fait pour une pompe à chaleur et qu'une personne, quidam, va vers cette solution parce que c'est celle vers laquelle on pousse tout le monde. Donc, il est impératif, et là, on a travaillé avec l'association des fabricants de pompes à chaleur en France, parce qu'il y a aussi celle européenne qui, elle, va dans tout à fait l'autre sens, qui nous a demandé de les aider justement pour sensibiliser les installateurs, pour qu'ils sachent au moins comment faire, avec un système visuel très simple, un peu comme ABCDE pour les questions thermiques. Voilà. L'autre chose, toujours dans la pédagogie, c'est que dans le cadre de la semaine du son, et notamment à Bordeaux, il y a plusieurs acousticiens dans plusieurs villes de France qui ouvrent les portes au sein des mairies pour justement faire de la pédagogie sur ces questions de sonore qui sont très délicates à manipuler. Enfin, Thierry Mignot l'a bien expliqué. Et ça, c'est une première. C'est la première fois qu'on le fait. Voilà, c'est la première fois. Et avec la ténacité que Christian a manifesté, celle des acousticiens, on y arrive. Donc, c'est la première année pour le faire. Voilà. Une question encore? La dernière, parce que je crois qu'il va falloir qu'on clôt. Je voulais dire également, dans les séquelles médicales du traumatisme sonore, on ne voit pas que l'oreille, il y a aussi le cerveau. Et dans le cerveau, les traumatismes sonores, par proximité entre le centre auditif primaire et le centre de la mémoire, ça peut créer des troubles mnésiques, ce qu'on appelle la mémoire auditive ou verbale. Donc vous voyez, ça a des conséquences assez graves quand même sur plusieurs fonctions.
Pour clore, j'aimerais simplement un petit mot chacun pour clore ce thème que l'on a largement développé aujourd'hui, ce droit au calme. Un petit mot simplement, une réflexion qui vous paraît opportune là maintenant pour clore ce débat qui a été passionnant. Donc je vous écoute, voilà, dans le désordre. Allez, voilà. Oui, moi j'ai envie de dire que du premier cri au dernier soupir, notre vie d'humain est tissée de sons. Et c'est pour ça que nous nous attachons aussi à la prévention et à l'éducation au son. À Bordeaux, on a par exemple la responsabilité de la santé scolaire municipale. Et ça nous permet de faire des bilans systématiques de tous les enfants de 3-4 ans. Et puis de le refaire après au CE2 pour dépister tout ce qui pourrait nuire à leur apprentissage et à leur épanouissement. Et il y a l'acuité visuelle, mais il y a aussi la santé acoustique, la santé de l'oreille. Et on a également un label 100% EAC qui permet à tous les écoliers d'avoir accès aux arts et à la culture. Donc le bruit n'est pas le tout du son, on a aussi le son artistique. Voilà, donc voilà ce que j'ai envie de dire pour conclure. Merci Sylvie. Oui. Un petit peu provocateur, je dirais qu'à la suite de médecins experts qui disaient que le bruit pouvait être une torture, il me semblait que dans les années 70, des prisonniers irlandais se plaignaient du silence qui, lui aussi, pouvait être une torture. C'est vrai, absolument. D'autant que tous les silences sont habités, comme on le sait bien. Oui, l'intervention du médecin expert me conduit à rappeler ce qui est une évidence, c'est que l'expert technicien est en charge de l'instruction, non pas du trouble de la personne, mais du trouble à la personne. Donc c'est une distinction qui est importante et que j'avais omis jusque-là. Absolument. Oui. Peut-être simplement pour dire que malheureusement, quand la gendarmerie intervient sur du bruit, la situation est déjà un peu tard. Donc je ne peux qu'aspirer de mes voeux que toutes les personnes qui ont un rôle à jouer dans la conception des villes, dans le savoir-vivre, dans le savoir-être, puissent en fait être le plus efficace possible pour que notre activité soit demain nulle en matière d'atteinte au bruit. Merci, Madame la Présidente, pour clore. Je serais tentée de prendre le contre-pied et de dire faut-il créer une police du bruit pour constater mieux toutes les nuisances sonores, parce que moi j'aimerais peut-être juste terminer en rappelant cet article du Code de l'environnement. Encore une fois, le bruit, c'est un contentieux émergent en quelque sorte sur le plan judiciaire, j'entends, et qui est lié à l'environnement, parce que si les nuisances sonores causent un trouble à la santé de l'homme, et pas que physique mais aussi psychologique, elles causent aussi des troubles aux animaux en dérangeant leur habitat, en perturbant leur cycle de reproduction. Et donc peut-être je terminerai sur cet article, donc L571-1 du Code de l'environnement qui a été créé, qui n'est pas si vieux, du 24 décembre 2019, et qui dit, donc qui crée un chapitre sur ce domaine, qui dit les dispositions du présent chapitre ont pour objet, dans le domaine où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter la pollution sonore, soit l'émission ou la propagation des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement. Voilà, donc je souhaite que nous puissions tous y répondre dans nos fonctions respectives. Tout est dit. Merci beaucoup à vous. Merci à vous d'avoir été à l'écoute.